Après avoir passé plus de 500 heures sur Claude Code, j'ai trouvé des manières qui permettent de faire en sorte que Claude Code travaille pour moi et pas contre moi. Que tu sois un développeur en entreprise ou un créateur de SaaS qui souhaite vibe coder une application qui fait 10 000 € par mois, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer toutes les choses que j'ai apprises en utilisant cet outil pendant plusieurs mois. Si tu as déjà eu des problèmes par le passé, des hallucinations, des erreurs, des choses qui ne fonctionnaient pas, sache que malheureusement, c'est de ta faute. Parce que tu l'utilises tout simplement pas correctement. Dans cette vidéo, je vais te donner gratuitement tous les détails que j'implémente et que je mets dans mon workflow afin d'avoir des résultats bluffants. Tout ça, je te le partage gratuitement et ça commence tout de suite. La première chose qu'il faut vérifier qu'on utilise correctement, c'est les commandes, la mémoire et les hooks. La première chose à comprendre, c'est cette mémoire. Quand tu utilises Claude Code, tu as trois types de mémoire. Tu as une mémoire générale qui est dans .claude/claude.md. Tu as une mémoire par projet avec projet/claude et tu as une mémoire spécifique par dossier avec projet/specific-folder/claude.md. Par exemple, ici dans ce projet, on peut voir que j'ai un fichier claude.md qui se situe à la racine de mon projet pour tout mon projet et un fichier dans un certain dossier uniquement pour les fichiers de ce dossier. Comment fonctionne cette mémoire? Dès que tu inscris des fichiers claude.md, chaque fois que tu envoies un prompt, ça va venir rajouter comme ceci avant ton prompt une sorte de system reminder avec le contenu du claude.md global instruction et le contenu de ton projet avec les project instructions qu'on voit juste ici. Quand tu ajoutes des super spécifiques règles comme ceci, en fait, ils vont se rajouter dès que l'IA essaie de lire un fichier. Quand elle va lire un fichier, elle va avoir une sorte de system reminder qui lui dit fais attention parce qu'il faut que tu suives les règles de claude.md. Concrètement, cette mémoire, tu vas pouvoir la modifier facilement en utilisant dièse comme ceci pour ajouter de la mémoire dans ton projet. Par exemple, utilise always use camel case. Et là, tu vas pouvoir choisir user memory or project memory. Et quand tu choisis project memory, ça vient rajouter ta règle à l'intérieur de ton fichier claude.md et tu peux lancer /memory pour ouvrir comme ceci le fichier de la mémoire et tu vois que ça a rajouté ici always use camel case à la fin du fichier. Maintenant, la question que tu te poses, c'est que mettre dans ce fichier? Généralement, ce que je vais mettre, c'est les commandes importantes à lancer. Et par exemple, ici, des spécificités, donc des règles où l'IA fait souvent cette erreur, je vais lui donner critical. Ensuite, je vais lui donner certaines règles, par exemple, les composants que j'ai envie qu'il utilise, les composants ou la manière de faire, les méthodes d'authentification ou en général, la création de code comme ceci. Tu peux voir que c'est assez grand et j'ajoute même des workflows, des spécifications, etc. Pour update mon fichier Claude, j'ai créé une commande qui est bien plus efficace, qui s'appelle Claude Memory, où ici je peux faire Claude Memory Update. Là, je viens taguer le fichier claude.md et je peux lui dire regroupe les éléments qui ont un rapport ensemble afin d'avoir un meilleur fichier. Si tu as envie d'accéder à cette méthode Claude Memory, tu pourras retrouver dans la description de cette vidéo un fichier complet avec toutes mes commandes que j'ai personnellement dans mon setup, ce qui te permettra de pouvoir installer Claude Memory comme ceci. Et en fait, ce prompt vient ajouter beaucoup de spécificités pour faire en sorte que l'IA suive de manière bien plus précise les règles. La deuxième chose, justement, c'est les commandes. En fait, à partir du moment où tu refais la même chose plusieurs fois, on va utiliser des commandes. Ce qui se passe, c'est que quand tu tapes / le nom d'une commande, eh ben, ça va venir injecter, comme si c'est toi qui l'avais envoyé, la commande entière dans le prompt. Tu peux le voir comme une sorte de prompt injection ou tout simplement d'un prompt réutilisable qu'ils appellent commande. Quand utiliser les commandes pour chaque chose répétitive? Tu demandes souvent à l'IA de commit, commande. Tu demandes souvent à l'IA de debug, commande. Tu viens créer des commandes pour chaque spécificité. Voici à peu près toutes mes commandes et tu peux voir que typiquement ça c'est les commandes qui sont disponibles avec AI Blueprint CC-CLI. Tu peux y aller sur CC-CLI comme ceci. Et ici, en t'inscrivant ici, tu vas justement avoir accès à ces commandes, etc. Notamment la commande Claude Memory qui permet d'update la mémoire de Claude. Comment est-ce qu'on structure une commande? Généralement, je recommande d'utiliser une sorte de workflow. Par exemple, un exemple de la commande pour commit. Je vais lui donner un workflow avec stage, analyze, commit, push. Donc,
une sorte de liste numérotée. Ensuite, si tu as besoin d'ajouter des règles, par exemple ici pour le message, je vais préciser message rules. On va toujours ajouter des exemples comme ceci afin d'aider l'IA et d'améliorer le fait qu'elle soit cohérente tout le temps et qu'elle fasse toujours la même chose. Et finalement, des sortes de super règles, c'est-à-dire ici, généralement, qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle exécute tout ça. Si je te montre une commande typique, par exemple debug, tu vois qu'ici j'ai analyze, ensuite explore, puis ultrafink. Ça va permettre de faire en sorte que l'IA fasse une grosse phase de réflexion et évite l'hallucination. Recherche pour savoir comment résoudre le problème, implémente et vérifier que ça a fonctionné. Et tu vois que là, il y a pas mal de détails. Encore une fois, pour écrire ces commandes, je le fais jamais à la fin et j'utilise prompt commande qui va me permettre d'écrire ces commandes. Donc ça, c'est des prompts que j'ai pris des mois et des mois à faire, mais qui me permettent maintenant d'écrire des commandes quasi parfaites à tous les coups. Troisième base, c'est les hooks. Les hooks, on va pouvoir les utiliser avec notamment le before tool et le after tool. Le before tool, il va permettre de venir couper l'action ou trigger la validation de l'utilisateur, c'est-à-dire que tu puisses dire si oui ou non tu acceptes de faire ça. Et after tool, ça va permettre de modifier les fichiers ou ajouter du contexte. Typiquement, dans le after tool, on pourrait rajouter le run de prettier sur chaque fichier que modifie l'IA. Et dans le before tool, on pourrait typiquement rajouter la validation des commandes. Comment est-ce que tu peux facilement créer un hook? Moi, je te recommande encore une fois d'utiliser directement Claude Code avec un prompt. Peux-tu me créer un nouveau hook? Blablabla. Bla, bla, bla. Tu peux lancer ce prompt directement dans le dossier Claude et tu lui donnes toujours la documentation. Très important, toujours lui donner la documentation, soit en forme de texte, soit en forme Markdown. Et lui, il va automatiquement te créer les commandes. Personnellement, je fais toujours ça. Un exemple, c'est le YOLO mode. Un truc que je te recommande, c'est d'utiliser un alias CC pour Claude Code, CC, qui va venir lancer Claude avec ---- dangerous skip permission. Ça va permettre de lancer Claude en bypass mode et d'éviter de te faire valider chaque chose que Claude fait. Quand tu fais ça, tu vas voir que l'IA peut faire des grosses erreurs, supprimer des fichiers, supprimer des repos, changer des passwords, je sais pas. Et donc pour ça, j'ai utilisé un before tool hook qui va, quand l'IA écrit rmrf, va par exemple la stopper et me demander de valider. Je peux te montrer juste ici. Donc par exemple, juste ici, quand il essaie de lancer rmrf/user/this doesn't not exist, ici ça te dit, ça va essayer de supprimer un dossier dans /user. Et ici, ça nous dit, attention, j'ai peut-être trouvé une dangerous commande, est-ce que tu veux y aller? Et tu peux par exemple dire non, ça je le fais grâce à un hook. Prochain sujet, c'est les MCP. Les MCP, ça va permettre à Claude Code, c'est-à-dire ce qu'on appelle un MCP host, de communiquer avec Internet, que ce soit avec des databases, que ce soit avec du code ou des API. Pour ajouter des MCP, c'est très simple et je t'invite à en ajouter, mais à faire très attention. Chaque MCP va utiliser du contexte. Claude Code a 200 000 tokens de contexte et ici, en utilisant par exemple 5 MCP, j'utilise près de 17% de mon contexte global que je ne peux plus utiliser pour coder. Donc quand on regarde ici, Stripe utilise par exemple près de 10% de contexte. On peut le voir en faisant ici on peut le voir en faisant /mcp juste ici, surtout en lançant /contexte, que les MCP, donc ici il n'y a même pas tout parce que ça n'a pas encore chargé, mais les MCP utilisent des tokens qui viennent enlever énormément de contexte et c'est un très gros problème. Pour les activer et les désactiver, tu vas pouvoir utiliser @ et ici tu vois que je peux faire par exemple @stripe et ça désactive le MCP Stripe et donc maintenant il n'utilise plus de token. Quel MCP est intéressant? Les deux MCP que je recommande à n'importe qui d'installer, c'est Context7. Ça va permettre de facilement récupérer des informations de la documentation. Par exemple, tu cherches des informations sur Next.js avec par exemple le use cache de Next.js et tu vas te retrouver avec une sorte de mini documentation avec toutes les informations importantes pour le use cache. Ça, l'IA est capable de vraiment facilement l'utiliser. Par exemple, donne-moi des informations sur use cache avec Context7 et là il est capable de récupérer comme ceci le cache de Next.js, donc très intéressant. Le deuxième MCP que j'aime beaucoup, c'est Exa. Exa.ai, ça va permettre d'avoir de la recherche fait pour l'IA. Donc par exemple ici quand on fait use cache Next.js, en fait lui il va te retourner plein d'articles et de bouts d'articles directement comme ceci. Et donc de la même manière, quand tu ajoutes ce Exa MCP, il va pouvoir utiliser get code context
pour te donner, comme on peut le voir ici, plein de bouts de code qui viennent d'internet et qui vont ajouter du contexte. C'est très très pratique. Dans les autres MCP utiles, il va y avoir les MCP que tu utilises en fonction des outils que tu utilises. Donc par exemple le ChatCN MCP si tu utilises ChatCN, Supabase MCP si tu utilises Supabase ou même Stripe MCP. Pour tous ces MCP librairies spécifiques, je te conseille de toujours faire attention de les activer et les désactiver en fonction de ton besoin en utilisant le @ avec Enter pour toggle. Donc typiquement, moi par exemple, je désactive par défaut tous les MCP et je les active que explicitement quand j'en ai besoin. Prochain, c'est les sub-agents. En fait, quand tu n'utilises pas les sub-agents, chaque recherche va utiliser énormément de tokens et tous ces tokens vont prendre de la place dans ton contexte. Ce qui va faire que tu vas avoir beaucoup moins de place, qu'on peut voir juste ici, pour venir faire ta feature parce que tous les tokens ont déjà été consommés par la recherche. C'est très problématique et pour résoudre ce problème, on peut utiliser les sub-agents qui vont pouvoir utiliser énormément de tokens mais dans leur propre agent et qui vont rajouter à ton contexte uniquement les tokens nécessaires. Encore mieux, ces sub-agents vont pouvoir utiliser des modèles qui coûtent moins cher, par exemple IQ, et donc tu vas énormément réduire tes coûts et pouvoir utiliser Claude Code pendant plus longtemps durant tes sessions. Comment est-ce qu'il faut utiliser des sub-agents? Pour moi, le problème des sub-agents, c'est que tu n'as pas la visibilité sur ce qu'ils font. C'est impossible de les rediriger quand ils travaillent s'ils commencent à faire des erreurs. Et c'est ce qu'on appelle du one-shot, c'est-à-dire que tu n'as aucun contrôle. Donc moi, j'utilise les sub-agents généralement pour la recherche ou pour des mini-modifications de code. Et sinon, je garde le main agent pour les features complètes. Qu'est-ce que c'est par exemple de la midi modification de code? Donc par exemple ici quand j'utilise fix grammar et que je viens mettre un path, par exemple ici begin JavaScript, tu vas voir que les sub-agents vont pouvoir faire des modifications mais très précises. Tu peux voir qu'ici il vient lancer l'agent fix grammar pour chacun des fichiers. Comme ça, au lieu que l'IA s'occupe de résoudre la grammaire dans tous les fichiers, eh ben, il va y avoir un agent par fichier. À quoi ça sert d'avoir un agent par fichier? C'est qu'ils vont pouvoir en parallèle faire des modifications. Mais donc les modifications, je recommande de les faire uniquement et uniquement que quand il est capable de faire des modifications sur des fichiers précis. Donc tu vois qu'ici que la majorité des agents n'ont pas trouvé de faute d'orthographe, mais il y en a un qui a trouvé une faute d'orthographe, il l'a corrigé et on peut le voir juste ici en lançant la commande qu'il a remplacée par rejoint avec un S. Et ici, accès à la communauté privée, comme ceci. Donc, c'est très, très pratique. Et tu vois que ça s'est exécuté super, méga rapidement. Donc, voilà pour ces sub-agents qui sont très pratiques. Mais faites attention parce que eux aussi, ils prennent de la place. Les custom agents vont prendre de la place. Pour éviter qu'ils prennent trop de place, la technique, c'est de mettre des descriptions très courtes parce que plus court est la description, parce qu'en fait, c'est la description qui prend de la place dans le contexte de l'IA. Donc, on va mettre des descriptions très courtes. Et par exemple, pour fix grammar, en fait, pour lancer cet agent, eh ben, j'ai créé une commande fix grammar qui s'occupe de lui demander de lancer fix grammar agent comme ceci. Donc, en fait, ça permet de venir éviter d'utiliser du contexte pour rien, comme ceci, en ayant des énormes descriptions. En utilisant des agents, par exemple ici, si je te fais un exemple d'exploration, quand je lui dis « utilise aucun agent pour m'expliquer comment est géré le OTP », ça vient utiliser 41% du contexte, alors que quand j'utilise un agent, ça utilise que 38%. Donc il y a littéralement 5000 tokens qu'on a économisés pour à peu près le même résultat, voire un meilleur résultat. Et c'est pour ça que je recommande d'utiliser les agents. Dernier point, c'est customiser la statue line comme un développeur avancé. Pour ça, personnellement, dans ma statue line, j'ai affiché la branche dans laquelle je suis avec le nombre de fichiers ajoutés, supprimés et stage. Ensuite, j'ai affiché le path dans lequel je suis, à peu près, ce qui me permet de voir où est-ce que l'IA est en train de travailler. Ensuite, j'ai les informations concernant la session, c'est-à-dire combien ma session m'a coûté jusqu'à maintenant, combien de tokens j'ai utilisé et combien de pourcentage de contexte il me reste. Et finalement, la meilleure vue, c'est le usage limit. Donc par exemple, ici, je peux voir que j'ai utilisé 12% de ma session, qui me reste 3h21 avec une petite barre juste ici. Donc là, tu peux voir par exemple avec mon fix grammar, on a ici un pourcentage, 33%, il me reste 2h24 et ça me permet de facilement voir combien j'ai dans mon usage actuel parce que pour rappel, Claude limite votre usage comme ceci avec les sessions. Comment est-ce que j'ai fait ça? Encore une fois, le setup complet de ma statue line est disponible
uniquement sur mlv.sh/cc-CLI et tu vas retrouver un guide complet avec ma statue line, ma configuration, toutes mes commandes, tous mes agents configurés, les permissions, tout ceci que tu peux accéder gratuitement en allant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. N'hésite pas à mettre un commentaire, c'est le meilleur moyen de me soutenir, peu importe ce que c'est ton commentaire. Si tu as vu la vidéo jusqu'à maintenant, je t'invite à faire un commentaire immédiatement, aller sur le lien, t'inscrire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.